Ferme tes yeux un instant, puis rouvre-les. La lumière qui frappe ta rétine à cet instant précis est partie d'une étoile il y a 4 ans. Mais qu'en est-il de cette étrange sensation de familiarité que tu ressens en regardant le ciel nocturne? As-tu déjà réfléchi à quel point ce que tu vois est en réalité loin de toi? Et si je te disais qu'une partie de cette lumière ne t'atteindra jamais? Ce soir, nous levons le voile sur les 3 secrets qui se cachent derrière le lien invisible qui nous unit à ces étoiles. Pour me rejoindre dans ce voyage mystérieux et trouver les réponses avec moi, que le bouton d'abonnement soit ta porte d'entrée vers l'univers. Il fut un temps où nous croyions tenir les distances de l'univers dans le creux de notre main. Nos ancêtres, ces premiers astronomes, en regardant le ciel nocturne, voyaient ces éclats de lumière qui semblaient tous être à égale distance de nous. C'était comme s'ils étaient des diamants délicatement incrustés sur une immense sphère de cristal entourant notre Terre. Quelle pensée réconfortante. Dans cette vision, le cosmos était un endroit petit, gérable et presque intime. Les étoiles étaient là, oui, mais à une proximité telle qu'on aurait presque pu les toucher en tendant la main. Peut-être à quelques milliers de kilomètres, ou peut-être à une distance qu'un navire aurait pu parcourir en quelques mois de voyage. L'imagination humaine n'était pas encore prête pour la réalité. Et puis, les télescopes sont arrivés, et avec eux, les premières mesures sérieuses. Grâce à ce processus de questionnement patient que nous appelons la science, nous avons calculé que le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de nous. C'était une distance qui repoussait les limites de l'esprit, mais qui restait en quelque sorte compréhensible. On pouvait penser à un tel nombre, le décomposer mentalement, essayer d'imaginer combien de voyages il faudrait pour parcourir cette distance. Lorsque nous avons commencé à mesurer les distances jusqu'aux autres planètes, les chiffres sont restés gigantesques, mais toujours à une échelle digestible. Pour Saturne, 1,4 milliard de kilomètres. Pour Neptune, 4 milliards et demi. Et pour ce monde glacé aux confins de notre système solaire, Pluton, une distance d'environ 6 milliards de kilomètres du Soleil. Ce sont bien sûr des nombres énormes, mais du genre qui, lorsqu'on les écrit sur un bout de papier, ne rendent pas ce papier désespérément petit. Puis, l'un d'entre nous a eu le courage de mesurer la distance jusqu'aux étoiles. Et c'est à ce moment-là que l'univers nous a donné sa première véritable claque de réalité. L'étoile voisine la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, n'était pas à des milliards, mais à 40 billions de kilomètres. 40, suivi de 12 zéros. Et soudain, tous les chiffres qui nous avaient servi jusqu'alors ont perdu leur sens. 40 billions de kilomètres. Qu'est-ce que c'est pour l'esprit humain, sinon une pure abstraction? On ne peut pas se le représenter. On ne peut pas le ressentir. C'est tellement en dehors de nos expériences quotidiennes que ce n'est rien de plus qu'une suite de chiffres sans âme, qui ne suscite en nous aucune véritable émotion. C'est précisément à ce moment de désarroi que nous avons dû inventer de nouvelles unités. Et la première solution que nous avons trouvée était, en soi, d'une grande élégance, l'année-lumière, la distance que la lumière, à sa vitesse limite absolue de 299 792 km par seconde, parcourt en une année terrestre complète. C'est un voyage qui correspond à environ 9 billions 460 milliards de kilomètres. Et lorsque nous avons utilisé cette nouvelle échelle, cette Proxima du Centaure incroyablement lointaine s'est soudainement retrouvée à seulement 4,2 années-lumière de nous, un nombre petit, gérable, presque aussi réconfortant que ceux des temps anciens. Et ainsi, pendant longtemps, l'année-lumière est devenue la star de notre récit. Nous avons entendu sa voix dans les documentaires, lu ses lignes dans les manuels scolaires, nous l'avons rencontrée sur les pages glacées des magazines de vulgarisation scientifique. C'était comme si elle avait été choisie comme ambassadrice pour nous expliquer, à nous, simples mortels, les distances insondables du cosmos. Parce que l'année-lumière porte en elle une poésie, n'est-ce pas? Elle fait rêver notre esprit au faisceau de lumière solitaire, voyageant à travers le vide noir de l'univers pendant des années. C'est un concept qui établit un lien direct avec l'imagination humaine, porteur d'un romantisme caché. Mais derrière cette poésie réconfortante se cachait un problème profond que les scientifiques connaissaient mais partageaient rarement avec nous. L'année-lumière est une unité dérivée. Son existence dépend de 2 facteurs fondamentaux. L'un, la vitesse de la lumière, qui est une constante absolue dans le vide. L'autre, la durée d'une année terrestre,
et c'est précisément là que réside le problème. La vitesse de la lumière est peut-être universelle, mais la durée d'une année, combien elle est arbitraire, combien elle est propre à nous, combien elle est locale. Notre année, le tour complet de notre planète autour du Soleil, n'a aucune signification pour le reste du cosmos. Les années de Mars sont différentes. Celles de Jupiter sont complètement autres. Une vie intelligente en orbite autour d'une autre étoile aurait sa propre mesure de l'année, définie par l'orbite de sa propre planète autour de son étoile. Notre unité si élégante, si poétique, l'année-lumière, était basée sur une mesure entièrement propre à notre petit monde. C'était un peu comme essayer de comprendre les distances gigantesques entre les continents en acceptant la longueur de la table de notre cuisine comme une mesure universelle. C'est aussi l'onilação. Astronome professionnel avait un besoin de mieux, d'une mesure qui ne soit pas liée au rythme propre de cette petite planète rocheuse tournant en orbite autour d'une étoile jaune moyenne, dans un bras oublié d'une galaxie spirale ordinaire. Ils avaient un besoin d'une unité qui ne naisse pas des coïncidences de la géographie terrestre, mais de la texture même de l'espace, de la géométrie du cosmos. Et c'est ainsi qu'est né le parsec. Mais son origine révèle une vérité pas si réconfortante sur notre place dans l'univers. Le parsec n'est pas une unité arbitraire inventée par simple commodité. C'est une unité qui émerge naturellement de la parallaxe, la méthode la plus fondamentale dont nous disposons pour mesurer les distances dans l'espace. Et la parallaxe, fondamentalement, est un aveu de nos limites. Ressentons cela ensemble. Regarde un objet proche, ton doigt par exemple, avec un œil fermé. Maintenant, ferme l'autre œil et ouvre celui qui était fermé. Tu as vu ? Ton doigt a semblé se déplacer par rapport au mur ou au paysage derrière lui. Voilà, c'est ça, la parallaxe. Le changement apparent de position d'un objet lorsque nous l'observons depuis deux points différents. Plus l'objet est proche, plus ce décalage est prononcé. Plus l'objet est éloigné, moins il bouge. Les astronomes prennent exactement ce même principe et le transposent à une échelle cosmique, mais la distance entre leurs yeux est bien plus grande que la nôtre. Ils utilisent l'orbite de la Terre autour du Soleil comme ligne de base. Imaginons. Ils regardent une étoile lointaine lorsque notre planète se trouve d'un côté du Soleil et notent sa position. Puis, ils attendent 6 mois. Pendant ces 6 mois, la Terre voyage jusqu'à l'autre côté de son orbite, soit à environ 300 millions de kilomètres de là. Et depuis cette nouvelle position, ils regardent à nouveau la même étoile. Une ligne de base, aussi immense que le diamètre de l'orbite terrestre. C'est ainsi qu'ils peuvent mesurer le minuscule angle de déplacement de l'étoile dans le ciel, c'est-à-dire l'angle de parallaxe, et calculer sa distance par simple géométrie. Et c'est précisément de ce processus que naît le parsec. Un parsec est la distance à laquelle un corps céleste présenterait un angle de parallaxe d'exactement une seconde d'arc, ce qui est aussi petit qu'un 3006 de degré. C'est une distance inimaginable. Elle équivaut à 3,26 années-lumière, ou environ 30 billions de kilomètres. À première vue, cela peut sembler n'être qu'une petite amélioration technique, un simple changement d'unité, mais la réalité est bien plus profonde. Car le parsec nous met face aux limites impitoyables de la méthode la plus précise dont nous disposons pour mesurer la distance des étoiles. La méthode de la parallaxe ne fonctionne que pour les étoiles relativement proches de nous. Après quelques milliers de parsecs, ce minuscule angle de parallaxe devient si petit, il se rapproche tellement de zéro, qu'il devient impossible de le mesurer avec précision, même avec nos télescopes les plus avancés. L'outil même que nous utilisons pour explorer le cosmos a une portée presque pathétiquement courte par rapport aux dimensions insondables de l'univers. Mais la révélation la plus troublante vient maintenant. Les astronomes ont commencé à utiliser les multiples du parsec. Les kiloparsecs pour mesurer les distances à l'intérieur des galaxies, c'est-à-dire des milliers de parsecs. Les mégaparsecs pour mesurer les vides entre les galaxies, c'est-à-dire des millions de parsecs. Et lorsqu'ils ont tourné leur télescope vers ce vide profond et sombre, vers les confins les plus éloignés de l'univers observable, ils ont été confrontés à des nombres qui transforment même la vitesse de la lumière en une plaisanterie cruelle. L'un des amas de galaxies majeures les plus proches de nous, l'amas de la Vierge, se trouve à environ 16 mégaparsecs. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la faible lumière qui nous parvient de cet amas a quitté ces étoiles il y a 52 millions d'années.
Lorsque cette lumière a commencé son voyage, les dinosaures régnaient sur la Terre. Et n'oublions pas, la masse de la Vierge est presque notre voisin de palier à l'échelle cosmique. Cette mystérieuse anomalie gravitationnelle qui attire sans relâche notre galaxie et des milliers d'autres vers elle, le grand attracteur, se trouve à environ 75 mégaparsecs. La lumière qui nous en parvient met 250 millions d'années à nous atteindre. Pendant ce temps, qui sait ce qui s'est passé dans ces galaxies lointaines? Peut-être que des civilisations entières sont nées, se sont développées, puis ont disparu en silence. Et nous, ici, nous continuons à observer cette lumière fantôme venue de leur passé, il y a des millions d'années. Mais même tout cela n'est rien comparé à l'effroi de la réalité ultime. La limite la plus lointaine de l'univers que nous pouvons observer se trouve à environ 14 000 mégaparsecs de nous. 14 milliards de parsecs. Peux-tu imaginer? Cette lumière tremblotante et ancienne qui nous parvient de ces régions a voyagé pendant près de 13,8 milliards d'années pour frapper les miroirs de nos télescopes. Elle a voyagé à la vitesse la plus élevée autorisée par les lois de la physique, à la limite absolue de la réalité, et a passé presque toute l'histoire de l'univers lui-même pour parcourir cette distance. Et pourtant, en raison de l'expansion de l'espace lui-même, les régions dont la lumière nous parvient maintenant sont beaucoup plus éloignées qu'elles ne l'étaient lorsque cette lumière est partie. Elles sont actuellement à environ 46 milliards d'années-lumière de nous et s'éloignent de plus en plus vite. Même cette vitesse de la lumière, que nous avons appris à vénérer comme une limite suprême, un bastion ultime du possible, ne peut pas suivre ce rythme. Les galaxies les plus éloignées s'éloignent de nous à des vitesses dépassant celles de la lumière. Comment est-ce possible? Non pas parce qu'elles se déplacent plus vite que la lumière dans l'espace, c'est impossible, non. C'est parce que l'espace lui-même, entre nous et elles, sa texture même, s'étend à une vitesse vertigineuse. C'est comme essayer de nager vers le rivage alors que le rivage lui-même recule plus vite que tu ne peux nager. Tu n'y arriveras jamais. Peu importe tes efforts, peu importe le temps dont tu disposes, la destination est physiquement inaccessible, et à chaque seconde qui passe, davantage de galaxies franchissent cet horizon invisible et disparaissent à jamais pour nous. Le parsec, cette unité qui semble si sèche et mathématique, si technique, est en fait la mesure de notre prison. C'est la règle avec laquelle nous mesurons les barreaux de notre cellule cosmique. Et lorsque tu utilises cette règle pour mesurer l'univers, tu découvres une vérité que la vitesse de la lumière ne te révélera jamais. Nous ne sommes pas seulement petits, nous ne sommes pas seulement isolés. Le gouffre insondable entre nous et le reste du cosmos grandit sans cesse à chaque instant, devenant de plus en plus profond, de plus en plus infranchissable. La vitesse de la lumière était autrefois notre espoir. Elle était rapide, impressionnante, 300 000 km par seconde. Avec suffisamment de temps, cela semblait suffisant pour conquérir les étoiles. Mais les parsecs nous ont montré la vérité. Ils nous ont montré que, aussi admirable que cette vitesse puisse paraître à l'échelle humaine, elle est totalement et lamentablement insuffisante face aux véritables dimensions de l'univers. C'est comme essayer de vider un océan avec une toute petite cuillère à café. Peu importe le nombre de cuillerées que tu prends, tu ne le finiras jamais. L'océan est trop grand. Et dans le cas du cosmos, cet océan grandit bien plus vite que tu ne peux le vider. Mais la vérité se trouve dans un endroit bien au-delà de ce qui est apparent au premier abord, un endroit bien plus sombre. Car nous n'avons pas encore remis en question ce que signifie réellement mesurer les distances en parsecs. Nous n'avons pas encore affronté les phénomènes qui se produisent à ces échelles. Nous n'avons pas encore réfléchi à la violence inouïe, à l'énergie colossale, aux forces créatrices et destructrices qui se déploient dans ces abîmes mesurés par cette unité en apparence abstraite. Et lorsque nous le ferons, lorsque nous nous pencherons sur les détails que le parsec nous murmure sur le cosmos, la vitesse de la lumière ne semblera plus seulement lente, elle apparaîtra comme une illusion, une fausse consolation que nous nous racontons pour ne pas affronter l'horreur des distances réelles. Le parsec n'est pas seulement une mesure, c'est une fenêtre sur l'infini, et le paysage que nous voyons par cette fenêtre défie toute compréhension humaine. Les échelles sont si vastes, les phénomènes si extrêmes, les distances si catégoriquement inconcevables que nos cerveaux ne possèdent pas l'architecture nécessaire pour les traiter véritablement. Nous pouvons écrire les nombres, oui,
Nous pouvons faire les calculs, mais nous ne pouvons pas sentir ce qu'ils signifient. Pas vraiment. Et cette incapacité, ce fossé entre ce que nous savons et ce que nous pouvons saisir émotionnellement, est peut-être le mystère le plus profond, car l'univers n'a pas été conçu pour des êtres comme nous. Il n'a pas été construit à notre échelle. Il n'a pas été conçu pour être compris par des esprits qui ont évolué pour suivre la piste d'une proie dans la savane africaine, pour calculer la trajectoire d'une lance, pour estimer la distance jusqu'à la prochaine source d'eau. Les distances pour lesquelles nous avons été conçus étaient celles-ci, des mètres, tout au plus des kilomètres, mais pas les parsecs, jamais les parsecs. Et pourtant, nous sommes là, de minuscules créatures sur une petite planète, utilisant les mathématiques et les télescopes pour scruter des abîmes que nous ne pourrons jamais franchir, pour mesurer des distances que nous ne pourrons jamais parcourir, pour contempler un cosmos qui nous ignore complètement. Ce soir, nous allons explorer ce cosmos ensemble. Nous allons plonger dans les profondeurs de ces distances mesurées en parsecs, kiloparsecs, mégaparsecs. Nous verrons ce qui se cache dans ces vides insondables, quel genre d'événements se déroulent à des échelles qui font passer la vitesse de la lumière pour un escargot rampant sur un trottoir. Et quand nous aurons fini, quand nous aurons parcouru ensemble ces paysages impossibles, ton regard sur le ciel nocturne ne sera plus jamais le même. Car une fois que tu as compris les parsecs, une fois que tu as saisi ce qu'ils signifient vraiment, tu ne peux plus regarder les étoiles avec cette vieille innocence. Tu ne peux plus voir ces points de lumière comme des diamants proches attendant d'être atteints. Tu les vois pour ce qu'ils sont, des phares sur un océan infini. Séparés de nous par des distances qui transforment nos plus grandes vitesses en une plaisanterie, nos plus grandes ambitions en fantasmes et nos plus grands espoirs en illusions réconfortantes, écrites pour des enfants qui veulent encore croire que l'univers a été fait à notre mesure. Ce n'était pas le cas. Et les parsecs en sont la preuve. Il y a un moment dans l'histoire, un moment où un silence de plusieurs milliers d'années a été brisé, où la vision de l'humanité sur l'univers a changé de manière irréversible. Ce moment, c'était en l'an 1838, et le héros de ce moment était un astronome allemand nommé Friedrich Wilhelm Bessel. Pendant des milliers d'années, depuis le premier instant où notre premier ancêtre a levé les yeux vers le ciel nocturne et s'est demandé ce qu'étaient ces points brillants, personne n'avait réussi à mesurer la distance réelle jusqu'à une étoile. Les philosophes grecs avaient essayé. Les astronomes arabes avaient essayé. Des géants comme Galilée, Kepler et Newton avaient passé des heures sur ce problème sans trouver de solution. La distance des étoiles était le grand mystère, le saint graal de l'astronomie, la question ultime à laquelle personne ne pouvait répondre. Bessel travaillait dans ce qui était alors connu sous le nom de Königsberg, avec un instrument d'une précision extraordinaire pour son époque. Il disposait d'un héliomètre capable de mesurer des angles incroyablement petits dans le ciel, et il avait choisi sa cible avec soin, une étoile nommée 61 Cygni dans la constellation du Cygne. Ce n'était pas l'étoile la plus brillante du ciel, mais elle avait une particularité étrange qui rendait cette expérience possible. Elle bougeait. Année après année, 61 Cygni changeait de position par rapport aux étoiles de fond plus que toute autre étoile connue. Ce mouvement propre nous murmurait quelque chose, qu'elle était relativement proche, assez proche pour que sa parallaxe puisse être mesurée. Pendant plus d'un an, Bessel a observé 61 Cygni avec une patience obsessionnelle. Il a enregistré sa position lorsque la Terre était à une extrémité de son orbite autour du Soleil, puis il a attendu 6 mois et a répété sa mesure depuis l'autre extrémité de l'orbite. La minuscule différence angulaire qu'il cherchait était presque indétectable, à peine un tiers de seconde d'arc. Imaginons cela un instant. Une seconde d'arc, c'est à peu près la taille apparente d'une pièce de monnaie, vue à 4 km de distance. Et Bessel devait mesurer une fraction de cela. Et il a réussi. En octobre 1838, il a annoncé au monde que 61 Cygni se trouvait à 10,3 années-lumière de nous, soit 3,2 parsecs. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous connaissions la distance réelle d'une étoile autre que le Soleil. Et cette distance était si colossale, si absolument gigantesque par rapport à tout ce que l'humanité avait mesuré auparavant, que de nombreux scientifiques ne pouvaient y croire. 10 années-lumière, 95 billions de kilomètres. L'esprit humain n'était pas prêt pour ces chiffres.
Certaines personnes respectables ont soutenu que Bessel avait dû faire une erreur, que les étoiles ne pouvaient pas être aussi loin, que l'univers ne pouvait pas être aussi grand. Mais très vite, d'autres astronomes ont confirmé ces résultats en utilisant d'autres étoiles. Thomas Henderson a mesuré la parallaxe d'alpha du Centaure et a trouvé une distance de 4,3 années-lumière. Friedrich Georg Wilhelm Struve a mesuré Vega et a découvert qu'elle était à 25 années-lumière. L'univers s'était soudainement et incommensurablement étendu sous nos yeux. Ce ciel qui semblait intime, presque chaleureux, s'était révélé être un abîme aux proportions insondables. Et ce n'était que le début. La technique de la parallaxe fonctionnait, oui, mais elle avait une limite impitoyable. Plus une étoile était éloignée, plus son angle de parallaxe diminuait. Et finalement, cet angle se rapprochait tellement de zéro qu'aucun instrument ne pouvait le mesurer avec précision. Depuis la surface de la Terre, où l'atmosphère déforme les images, la limite pratique de la parallaxe était de quelques centaines de parsecs. Tout ce qui se trouvait au-delà semblait fixe, immobile, comme peint, sur un fond à une distance infinie. C'était un problème fondamental. Les astronomes pouvaient cartographier notre voisinage stellaire immédiat, mais le reste de l'univers restait hors de portée. C'était comme vouloir connaître la taille de la planète entière avec une règle qui ne pouvait mesurer que votre chambre. Ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin de ce qu'ils appelleraient, avec le temps, l'échelle des distances cosmiques. L'idée était conceptuellement brillante, mais diaboliquement difficile à mettre en œuvre. Si vous pouviez mesurer la distance des objets proches par parallaxe et trouver une de leurs caractéristiques qui vous permettent de calculer leur luminosité intrinsèque, c'est-à-dire réelle, alors vous pourriez utiliser cette même caractéristique pour estimer la distance d'objets similaires trop éloignés pour que leur parallaxe soit mesurable. La luminosité apparente d'un objet diminue avec le carré de sa distance. Si vous connaissez sa luminosité réelle et que vous mesurez sa luminosité apparente, vous pouvez calculer à quelle distance il se trouve. Le premier échelon important de cette échelle est venu au début du XXe siècle d'une astronome nommée Henrietta Swan Leavitt, qui travaillait à l'observatoire de Harvard. Leavitt étudiait un type particulier d'étoiles appelé céphéides. Ces étoiles pulsent comme un cœur, leur luminosité augmentant et diminuant régulièrement selon des cycles prévisibles. Et ce qu'elle a découvert allait changer l'astronomie pour toujours. Il y avait une relation directe entre la période de pulsation d'une étoile céphéide et sa luminosité intrinsèque. Les céphéides, qui pulsaient plus lentement, étaient intrinsèquement plus brillantes que celles qui pulsaient rapidement. C'était comme trouver le métronome du cosmos. Si vous pouviez mesurer la période de pulsation d'une céphéide, vous pouviez calculer la quantité de lumière qu'elle émettait réellement. Et si vous saviez combien de lumière elle émettait et que vous mesuriez la quantité de lumière qui vous parvenait, vous pouviez déterminer à quelle distance elle se trouvait. Les céphéides sont devenus des chandelles standards, des phares de luminosité connus disséminés dans le cosmos. Elles ont permis aux astronomes de mesurer des distances bien au-delà de la portée de la parallaxe. Et c'est en utilisant ces céphéides qu'Edwin Hubble a fait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la science. En 1924, il a détecté des céphéides à l'intérieur de la nébuleuse d'Andromède et a calculé sa distance. Le résultat fut bouleversant. Andromède se trouvait à environ 900 kPa, soit presque 1 mégaparsec. Cela signifiait qu'elle n'était pas un nuage de gaz à l'intérieur de notre galaxie, comme beaucoup le croyaient, mais un système stellaire entièrement séparé et indépendant, une galaxie de taille comparable à la Voie lactée. L'univers, une fois de plus, s'était étendu de manière bien plus spectaculaire qu'auparavant. Il n'y avait plus seulement notre galaxie. Il y avait un cosmos rempli d'innombrables galaxies, un cosmos où chacune contenait des centaines de milliards d'étoiles et où les distances entre elles se mesuraient en mégaparsecs. Les chiffres étaient devenus si grands que même les années-lumière commençaient à paraître insuffisantes. Un mégaparsec équivaut à 3 260 000 années-lumière. Andromède, la grande galaxie la plus proche de nous, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Cela signifie que la faible lumière qui nous en parvient est partie il y a 2,5 millions d'années, lorsque nos ancêtres hominidés commençaient à peine à marcher debout dans les plaines africaines. Mais les céphéides aussi avaient leurs limites. On ne pouvait les détecter que dans les galaxies relativement proches, où les télescopes pouvaient en distinguer les étoiles individuelles. À partir d'environ 30 mégaparsecs, les céphéides se perdèrent dans l'éclat général de leur galaxie haute.
Les astronomes avaient besoin d'un autre échelon sur l'échelle, de quelque chose de plus brillant, visible à des distances encore plus grandes, et ils l'ont trouvé dans la mort des étoiles, les supernovae de type 1A. Ce sont des explosions thermonucléaires déclenchées lorsqu'une naine blanche aspire trop de masse d'une étoile compagne et atteint un seuil critique connu sous le nom de limite de Chandrasekhar, soit environ 1,4 masse solaire. Lorsqu'elle atteint ce seuil, l'étoile s'anéantit complètement en quelques secondes dans un embrasement incontrôlé. L'explosion qui en résulte est extraordinairement uniforme car elle se produit toujours à la même limite de masse. Cela signifie que toutes les supernovae de type 1A ont à peu près la même luminosité intrinsèque, environ 5 milliards de fois la luminosité du Soleil. Pendant quelques semaines, une seule étoile mourante peut briller plus que la totalité de sa galaxie de 100 milliards d'étoiles. Cette uniformité en fait des chandelles standards parfaites pour mesurer les distances cosmologiques. On peut détecter une supernova de type 1A à des milliers de mégaparsecs. On mesure sa luminosité apparente, on la compare à sa luminosité intrinsèque connue et on calcule avec une précision raisonnable à quelle distance l'explosion s'est produite. C'est en utilisant ces supernovas de type 1A que les astronomes ont fait une autre découverte troublante en 1998. Deux équipes indépendantes, le Supernova Cosmology Project et la IZ Supernova Search Team, mesuraient le taux d'expansion de l'univers en utilisant des supernovae lointaines comme marqueurs de distance. Que s'attendait-il à trouver? Que l'expansion ralentissait progressivement en raison de l'attraction gravitationnelle de toute la matière contenue dans le cosmos. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était tout le contraire. Les supernovae les plus lointaines étaient plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être si l'univers ralentissait, c'est-à-dire qu'elles étaient plus loin que prévu. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. L'expansion de l'univers non seulement se poursuivait, mais elle accélérait. Quelque chose repoussait les galaxies les unes des autres à des vitesses croissantes. Quelque chose à quoi les scientifiques ont donné le nom d'énergie sombre, comme pour admettre qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était réellement. C'est à ce moment-là que les parsecs révèlent leur propre pouvoir conceptuel de la manière la plus dévastatrice, la plus bouleversante. Lorsque nous commençons à mesurer l'univers en parsecs, et plus particulièrement en gigaparsecs, c'est-à-dire en milliards de parsecs, nous sommes confrontés à des distances où la texture même de l'espace-temps devient un facteur déterminant. La lumière qui nous parvient d'une supernova ayant explosé il y a 10 milliards d'années n'a pas seulement voyagé pendant 10 milliards d'années, elle a voyagé à travers un espace qui s'est étendu sans cesse pendant tout ce temps. Le chemin qu'elle a parcouru n'est pas la distance actuelle entre nous et l'endroit où l'explosion a eu lieu. L'espace, pendant le voyage de cette lumière, s'est étiré comme un élastique que l'on étirerait sous une fourmi qui essaie de marcher dessus. Et cela crée des situations apparemment paradoxales dans notre esprit. Le rayon de l'univers observable, mesuré par le temps que la lumière a mis pour nous parvenir, est d'environ 14 000 mégaparsecs. Mais en raison de l'expansion, notre distance actuelle aux objets les plus lointains que nous pouvons voir est d'environ 14 200 mégaparsecs, soit 46 milliards d'années-lumière. Et ces objets s'éloignent de nous à des vitesses dépassant largement les 300 000 km par seconde. Cela ne viole pas la relativité restreinte, car ces objets ne se déplacent pas plus vite que la lumière à travers l'espace. C'est l'espace en expansion lui-même qui les entraîne. C'est une distinction subtile, mais fondamentale. Et elle a des conséquences effrayantes. Il y a un horizon, une limite au-delà de laquelle les objets s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne peut voyager vers nous. Tout ce qui se trouve au-delà de cet horizon nous est inaccessible. Nous ne pouvons pas y voyager, nous ne pouvons pas envoyer de messages, nous ne pouvons même pas l'observer, car la lumière qu'ils émettent ne nous parviendra jamais. Elle sera piégée à jamais dans l'espace en expansion, essayant de nager à contre-courant dans une rivière qui s'écoule plus vite qu'elle ne peut nager, et voici la partie vraiment dérangeante, cet horizon rétréci. En raison de l'expansion accélérée de l'univers, même les galaxies qui se trouvent actuellement à l'intérieur de notre horizon d'observation finiront par franchir cette limite et disparaîtront à jamais de notre vue. L'univers observable se vide lentement. À chaque seconde qui passe, une minuscule partie du cosmos franchit ce point de non-retour et se perd dans l'abîme.
Les calculs suggèrent que dans environ 100 milliards d'années, presque toutes les galaxies extérieures de notre ciel auront disparu de la vue. La Voie lactée, qui aura alors fusionné avec Andromède et les autres petites galaxies de notre groupe local, flottera seule dans un univers apparemment vide. Les astronomes d'un futur lointain, s'il en existe, regarderont le ciel et ne verront que leur propre galaxie. Ils n'auront aucune preuve que d'autres galaxies ont un jour existé. Ils ne pourront pas déduire que l'univers a eu un début explosif. Ils ne sauront pas que le cosmos a été un jour jeune, dense et lumineux. Pour eux, l'univers sera toujours un vide sombre, avec une seule île d'étoiles perdue au milieu de nulle part. Toute la cosmologie que nous avons construite avec tant d'efforts, le Big Bang, l'expansion, l'énergie sombre, toute cette connaissance sur les galaxies lointaines, tout cela leur sera inaccessible, car les preuves auront été littéralement entraînées hors de l'univers observable. Les scientifiques du futur vivront dans un âge sombre, cosmique, où les vérités fondamentales du cosmos seront impossibles à découvrir. Et nous, ici et maintenant, nous sommes incroyablement chanceux d'exister à une époque où nous pouvons encore voir l'univers dans toute sa splendeur. Une époque où nous pouvons encore détecter l'écho ancien du Big Bang dans le fond diffus cosmologique, observer des galaxies à des milliers de mégaparsecs et reconstituer l'histoire du cosmos. C'est un privilège temporaire, une fenêtre qui se ferme lentement, une opportunité qui ne durera pas éternellement, mais même maintenant, avec tous nos instruments avancés, nos télescopes spatiaux et nos techniques raffinées, il y a des limites à ce que nous pouvons savoir. L'échelle des distances cosmiques, aussi ingénieuse soit-elle, est pleine d'incertitudes. Chaque échelon dépend de la précision du précédent. Les erreurs s'accumulent, les calibrations sont imparfaites. Il y a actuellement une crise majeure en cosmologie connue sous le nom de tension de Hubble. Les différentes méthodes que nous utilisons pour mesurer le taux d'expansion de l'univers donnent des résultats légèrement différents. Les mesures basées sur le rayonnement de l'univers primordial suggèrent un taux d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, tandis que les mesures de l'univers proche, comme les céphéides et les supernovae, suggèrent un taux d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. La différence peut sembler faible, mais elle est statistiquement significative. Quelque chose ne va pas. Soit il y a une erreur systématique dans nos mesures que nous n'avons pas encore identifiées, soit il y a une lacune fondamentale dans notre compréhension de l'univers. Pourrait-il y avoir une nouvelle physique que nous ne connaissons pas? L'énergie sombre n'est-elle pas constante comme nous le pensions, mais varie-t-elle avec le temps? Ou peut-être que l'univers n'est pas aussi homogène que nous le pensions et que nous vivons dans une région atypique qui fausse nos mesures locales? Nous ne savons pas. Après des siècles d'astronomie, des décennies de cosmologie de précision, après avoir lancé des télescopes dans l'espace, construit des détecteurs de particules sous terre et développé les mathématiques les plus sophistiquées que l'esprit humain ait produites, il y a encore des questions fondamentales auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Comme la distance elle-même. Ce concept qui semble si fondamental, si essentiel, devient glissant à l'échelle cosmologique. Que signifie distance lorsque l'espace s'étend ? Est-ce le chemin parcouru par la lumière? Est-ce la séparation actuelle entre deux points? Ou est-ce la distance qui existait entre eux lorsque la lumière a été émise? Ce sont toutes des définitions valides, et elles donnent toutes des réponses différentes. Et puis vient le problème le plus profond. Nous ne pouvons voir que l'univers observable. Nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà, et peut-être que nous ne le saurons jamais. Peut-être est-ce une répétition infinie de la même chose? Peut-être est-ce quelque chose de complètement différent? Que notre univers observable ne soit qu'une minuscule bulle dans un multivers incommensurablement plus grand? Que les lois de la physique changent au-delà de cet horizon? Que l'espace et le temps aient des propriétés différentes? Que la réalité elle-même soit méconnaissable? Nous ne pouvons pas savoir. La vitesse de la lumière, cette limite qui nous frustre, est aussi la limite de notre connaissance possible. Tout ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmologique, à toute fin pratique, n'existe pas pour nous. C'est le mystère ultime, un rideau qu'aucun instrument ne peut percer, une question à laquelle aucune expérience ne peut répondre. Les parsecs nous ont transportés du voisinage local de Bessel aux confins du cosmos observable. Ils nous ont montré un univers à des échelles insondables, avec des distances qui humilient la vitesse de la lumière, des horizons qui s'éloignent plus vite que nous ne pouvons les poursuivre, mais ils nous ont aussi montré les limites de ce que nous pouvons savoir.
Ils nous ont appris qu'il y a des frontières dans l'univers, des frontières qui ne découlent pas seulement de notre technologie limitée, mais de la texture même de la réalité. L'univers garde un des secrets qu'il ne révélera jamais. Et cette humilité forcée, cette acceptation de nos limites absolues, est peut-être la leçon la plus importante que les parsecs aient à nous enseigner. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous ne sommes même pas des explorateurs capables de cartographier toutes ces étendues. Nous sommes des observateurs, piégés dans une petite bulle de réalité accessible, regardant vers l'extérieur un abîme qui s'étend au-delà de toute compréhension, de toute portée, de tout espoir de contact ou de connaissance complète. Et pourtant, nous continuons de regarder, de mesurer, de construire des télescopes plus grands, d'affiner nos techniques et d'étendre cette échelle des distances, échelon par échelon, vers l'infini. Non pas parce que nous espérons atteindre la fin, mais parce que la quête elle-même a de la valeur. Chaque parsec que nous conquérons, chaque galaxie que nous cataloguons, chaque supernova que nous observons, nous dit quelque chose de nouveau sur où nous sommes, ce que nous sommes, et notre place dans ce cosmos indifférent et magnifique. La science n'a pas toutes les réponses, et elle ne les aura probablement jamais. Mais elle a quelque chose d'une valeur égale, l'honnêteté d'admettre ce qu'elle ne sait pas, et le courage de continuer à chercher malgré les limitations. Les parsecs sont notre meilleur outil pour sonder cet abîme. Et même si cet abîme est trop profond pour que nous puissions jamais en atteindre le fond, la tentative même de le mesurer nous définit en tant qu'espèce. Si nous pouvions nous élever au-dessus du plan mince de la Voie lactée et regarder en bas, nous serions confrontés à quelque chose qui semble incroyablement ordonné pour un univers prétendument chaotique. Notre galaxie est un disque spiralé s'étendant sur un diamètre d'environ 30 km/s, soit environ 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Mais ce chiffre, aussi grand, si qu'il puisse paraître, cache une réalité géométrique surprenante. L'épaisseur du disque n'est que d'1 km/s dans ses régions les plus denses et de seulement 300 parsecs dans ses parties les plus minces. Notre galaxie est extraordinairement plate. C'est comme un disque compact cosmique aux proportions qui défient l'intuition. Imagine un objet de la taille d'un terrain de football, mais de l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Les proportions de la Voie lactée sont à peu près celles-là. Des centaines de milliards d'étoiles, des quantités inimaginables de gaz et de poussière, des trous noirs, des étoiles à neutrons et des rémanents de supernovas. Tout est comprimé dans une structure si fine qu'elle serait presque invisible sous certains angles. Et à un endroit précis de ce disque incroyablement mince que les parsecs nous permettent de localiser avec précision, nous nous trouvons. Notre Soleil est situé à environ 8 km/s du centre galactique. Cela signifie que nous ne sommes ni trop près du noyau chaotique de la galaxie, ni perdus à ses confins. Nous sommes dans une position intermédiaire, dans l'un des plus petits bras spiraux que nous appelons le bras d'Orion ou l'éperon d'Orion. Ce bras mesure environ 3 km/s de long et se situe entre deux bras majeurs, le bras de Persée vers l'extérieur et le bras du Sagittaire vers l'intérieur. Mais voici un fait rarement mentionné. Notre position n'est pas un hasard du point de vue de l'habitabilité. Être à 8 km/s du centre signifie être suffisamment loin de la dangereuse région nucléaire où la densité stellaire est si élevée que les perturbations gravitationnelles constantes déstabiliseraient les orbites planétaires et où les radiations des étoiles massives et des événements énergétiques seraient mortels pour toute forme de vie. Mais cela signifie aussi être suffisamment à l'intérieur de la galaxie pour avoir accès aux éléments lourds forgés au cœur des générations précédentes d'étoiles, ces éléments de base nécessaires pour construire des planètes rocheuses et des molécules organiques complexes. Les astronomes appellent cette région la zone habitable galactique, un anneau étroit s'étendant d'environ 6 à 10 km/s du centre. Si tu es trop près, la violence cosmique empêche la vie complexe de se développer. Si tu es trop loin, la rareté des éléments lourds rend impossible la formation de planètes comme la Terre. Nous sommes exactement là où il faut, non pas par dessein, mais par un filtre de sélection, parce que c'est seulement dans de tels endroits que quelqu'un aurait pu émerger pour poser cette question. Mais nous ne sommes pas seuls dans notre voisinage galactique. Dispersés dans le halo fantomatique qui entoure le disque de la Voie lactée, se trouvent des structures que les astronomes ont mis des siècles à reconnaître. Les amas globulaires. Ce sont des essaims sphériques d'étoiles anciennes, pouvant contenir jusqu'à 1 million d'étoiles comprimées dans un volume minuscule, parfois de seulement quelques dizaines de parsecs de diamètre. Le plus célèbre d'entre eux
Omega Centauri se trouve à environ 5 kpc de nous et contient environ 10 millions d'étoiles, un espace claustrophobe par rapport aux distances interstellaires normales. Dans notre voisinage solaire, les étoiles sont séparées en moyenne par environ 2 parsecs. Au centre d'un amas globulaire, la séparation typique n'est que de quelques dixièmes de parsec, parfois encore moins. Les étoiles sont si proches les unes des autres que le ciel nocturne d'une planète dans cette région serait radicalement différent d'une autre. Tu ne verrais pas des points de lumière dispersés sur un fond noir. Tu verrais une tapisserie brillante de milliers d'étoiles visibles à l'œil nu, beaucoup aussi brillante que notre pleine lune. L'obscurité serait un concept presque inexistant. Les nuits seraient un crépuscule constant, baigné de lumière stellaire. Mais cette beauté aurait un prix terrible. Dans un environnement aussi dense, les interactions gravitationnelles entre les étoiles seraient fréquentes. Des systèmes planétaires stables seraient presque impossibles. Les étoiles s'arracheraient des planètes, les projetant dans le vide intergalactique ou les plaçant sur une orbite en spirale mortelle vers leur soleil hôte. Toute civilisation essayant de se développer dans un amas globulaire serait confrontée à un cosmos bien plus hostile que nous ne pouvons l'imaginer dans notre position de banlieue tranquille. Les amas globulaires sont des fossiles cosmiques. La plupart se sont formés il y a plus de 10 milliards d'années lorsque l'univers était jeune et que les galaxies commençaient à peine à s'assembler. Ils parcourent la Voie lactée sur des orbites elliptiques qui les emmènent des confins du halo jusqu'à proximité du bulbe central, un voyage qui peut durer des centaines de millions d'années. Certains n'appartiennent même pas à notre galaxie à l'origine. Ce sont les vestiges de galaxies naines que la Voie lactée a engloutis il y a des éons, des amas qui ont survécu à la destruction de leur foyer d'origine et qui orbitent maintenant comme des orphelins cosmiques à l'intérieur de la galaxie qui les a fait prisonniers. En parlant de galaxies naines, ces structures minuscules par rapport à la Voie lactée sont étonnamment abondantes dans notre voisinage. Les nuages de Magellan, visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, sont les plus connus. Le grand nuage de Magellan se trouve à environ 50 kpc et le petit nuage à environ 60 kpc. Mais il y a des dizaines d'autres galaxies satellites plus petites et plus diffuses. Par exemple, la galaxie naine du Sagittaire est actuellement en train d'être déchiquetée par les forces de marée de la Voie lactée. Elle se trouve à seulement 26 kpc du centre galactique, donc plus proche de nous que le centre de la galaxie, et est en cours de cannibalisation. Ces étoiles sont arrachées et dispersées en de longs courants qui finiront par se mélanger à la population stellaire de notre galaxie. Ce n'est pas une catastrophe instantanée, mais un processus lent qui dure des milliards d'années. Mais cela nous rappelle que les galaxies ne sont pas des entités permanentes et immuables. Ce sont des structures dynamiques qui grandissent, fusionnent, engloutissent et sont englouties dans un balai gravitationnel qui se déroule sur des échelles de temps cosmiques. Lorsque nous élargissons notre regard au-delà de la Voie lactée et de ses satellites, nous entrons dans le domaine du groupe local. C'est la communauté de galaxies à laquelle nous appartenons. Un amas de plus de 80 galaxies connues, dispersées dans un volume d'environ 3 mégaparsecs de diamètre. Les deux membres dominants sont la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, toutes deux des galaxies spirales géantes de masse comparable. Le reste est principalement composé de galaxies naines, de petits systèmes de quelques milliards d'étoiles chacun, tournant autour des deux géantes comme les planètes tournent autour des soleils. Andromède se trouve à 770 kpc, soit environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu depuis la Terre dans des conditions idéales, une tache diffuse dans la constellation qui porte son nom, que les observateurs ont remarqué depuis l'Antiquité sans savoir ce qu'ils voyaient réellement. Et Andromède se rapproche. Contrairement à presque toutes les autres galaxies qui s'éloignent de nous en raison de l'expansion cosmique, Andromède a un mouvement propre vers la Voie lactée qui dépasse la vitesse d'expansion de l'espace entre elles. Elle se rapproche à une vitesse d'environ 110 km par seconde, une vitesse imperceptible à l'échelle humaine mais inévitable à l'échelle cosmique, comblant le vide entre les deux galaxies. Dans environ 4,5 milliards d'années, les deux galaxies entreront en collision. Ce ne sera pas une collision au sens où nous l'entendons. Les étoiles individuelles ne se heurteront pas en raison des immenses vides qui les séparent, mais les structures gravitationnelles des deux galaxies seront violemment perturbées. Les bras spiraux seront déchiquetés.
des courants d'étoiles seront projetés dans l'espace intergalactique. Les trous noirs supermassifs de leurs deux noyaux finiront par fusionner en un seul trou noir, après une danse gravitationnelle qui pourrait durer des milliards d'années supplémentaires. Le résultat sera une galaxie elliptique géante que les astronomes ont déjà officieusement baptisée Milkomeda, un système stellaire complètement différent de celui que nous connaissons. Sans bras spiraux, sans région de formation d'étoiles actives, une structure relativement statique et vieillissante dont les étoiles s'éteindront lentement à mesure qu'elles épuiseront leur carburant. Notre Soleil ne vivra pas assez longtemps pour voir cette fusion complète. Dans environ 5 milliards d'années, alors qu'Andromède sera en train d'entrer en collision avec la Voie lactée, notre étoile aura épuisé l'hydrogène de son noyau et aura commencé à se transformer en géante rouge. Elle finira par éjecter ses couches externes et se transformer en naine blanche, un cadavre d'étoile de la taille de la Terre, mais de la masse du Soleil, brillant faiblement de sa chaleur résiduelle pendant des milliards d'années. Et la Terre, si elle existe encore, sera un monde calciné en orbite autour d'un Soleil mort, au milieu d'une galaxie méconnaissable. Mais ce n'est que notre groupe local. Lorsque nous élargissons l'échelle et que nous commençons à mesurer en dizaines de mégaparsecs, des structures qui défient l'imagination apparaissent. Le superamas de la Vierge, dont fait partie le groupe local, est une concentration de plus de 100 groupes et amas de galaxies dispersés dans un volume d'environ 30 mégaparsecs de diamètre. Le centre de cette structure, l'amas de la Vierge, se trouve à environ 16 mégaparsecs de nous et contient environ 1300 galaxies entassées dans un espace relativement compact. Et le superamas de la Vierge lui-même n'est qu'un lobe d'une structure encore plus grande, découverte en 2014, l'Aniakea. Ce superamas de superamas mesure environ 160 mégaparsecs de diamètre et contient environ 100 000 galaxies. Son nom vient de la langue hawaïenne et signifie « ciel immense ». Une tentative de capturer par les mots l'échelle insondable de cette structure. Mais même l'Aniakea n'est pas la plus grande structure connue. Elle fait partie d'un réseau complexe de filaments et de vides cosmiques qui s'étend à travers tout l'univers observable. Les filaments sont de longues structures minces où les galaxies se concentrent comme des perles sur un collier cosmique. Les vides sont des régions presque entièrement dépourvues de galaxies, des bulles gigantesques de presque rien qui peuvent atteindre des centaines de mégaparsecs de diamètre. L'un des plus grands connus, le vide du Bouvier, mesure environ 160 mégaparsecs de diamètre. Dans ce volume qui devrait normalement contenir des milliers de galaxies, seule une soixantaine de galaxies ont été détectées à ce jour. C'est un désert cosmique aux proportions inimaginables. Cette structure à grande échelle de l'univers est née de minuscules fluctuations de densité dans l'univers primordial. Là où la matière était légèrement plus dense, la gravité a attiré plus de matière. Là où elle était légèrement moins dense, la matière a été attirée vers les régions plus denses, laissant derrière elle les vides. Pendant des milliards d'années, ces petites irrégularités ont évolué pour devenir la structure à grande échelle que nous observons aujourd'hui. Une mousse cosmique où les galaxies tapissent les parois de bulles presque vides. Mais c'est là que l'histoire devient violente, car ces structures ne sont pas statiques. Elles sont en mouvement constant, tombant les unes vers les autres, entrant en collision, fusionnant sous l'effet de la gravité. Le grand attracteur est l'exemple le plus célèbre de cette dynamique gravitationnelle. À environ 65 mégaparsecs de nous, il y a une concentration de masse massive qui attire notre galaxie et des milliers d'autres vers elle. La Voie lactée se déplace vers le grand attracteur à une vitesse d'environ 600 km par seconde. Et nous ne sommes pas seuls. Tout le groupe local, tout le superamas de la Vierge sont entraînés dans la même direction. C'est une rivière cosmique de galaxies qui s'écoule vers une concentration de masse invisible, à l'œil nu, mais gravitationnellement inévitable. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Dans la direction opposée au grand attracteur, à environ 200 mégaparsecs, il y a une région de faible densité, un vide qu'ils ont appelé le répulseur dipolaire. Le mouvement de notre galaxie s'explique non seulement par l'attraction du grand attracteur, mais aussi par la poussée de ce vaste vide qui nous repousse de l'autre côté. Nous sommes pris en étau entre des forces cosmiques à une échelle insondable, tirés et poussés par des concentrations de masse et des vides qui s'étendent sur des centaines de mégaparsecs. Et ces mouvements ne sont pas pacifiques. Lorsque les amas de galaxies entrent en collision, les conséquences sont catastrophiques à une échelle qui défie la compréhension humaine. La masse de la balle,
observé à une distance d'environ 1100, 40 mégaparsecs en est l'un des exemples les plus spectaculaires. Ce que nous voyons est le résultat de deux amas massifs qui se sont traversés il y a environ 150 millions d'années. Les galaxies individuelles sont passées relativement indemnes en raison des immenses distances qui les séparent. Mais le gaz chaud qui remplissait l'espace entre les amas est entré en collision violemment. Cette collision a créé des ondes de choc qui ont chauffé la matière à des centaines de millions de degrés. L'énergie libérée équivaut à des milliards de bombes nucléaires explosant simultanément, et la masse de la balle nous a fourni l'une des preuves les plus directes de l'existence de la matière noire. Les observations ont montré que la matière noire invisible, qui constitue la majeure partie de la masse des amas, a traversé la collision sans être affectée, tandis que le gaz normal a été ralenti par la friction. Les deux composantes se sont séparées, laissant une carte claire de l'endroit où se trouve la matière visible et où se trouve la masse invisible. Ces collisions d'amas ne sont pas rares. Elles se produisent constamment dans l'univers, à l'échelle du mégaparsec, remodelant la structure cosmique, une fusion violente à la fois. Les galaxies des antennes, à environ 22 mégaparsecs de nous, sont une paire de galaxies spirales en cours de fusion active. Leurs bras spiraux ont été étirés en de longues queues, s'étendant sur des centaines de milliers de parsecs, comme les tentacules d'une créature marine cosmique. Au milieu de ce chaos gravitationnel, les ondes de choc comprimant le gaz et déclenchent des sursauts massifs de formation d'étoiles. C'est un processus extraordinairement violent impliquant des échanges d'énergie gravitationnelle, des ondes de choc supersoniques et la formation de millions de nouveaux systèmes stellaires. Mais il se déroule si lentement qu'il nous apparaît comme figé dans le temps. Ces exemples illustrent une vérité fondamentale sur le cosmos mesuré en parsecs. C'est un endroit violent. L'échelle de temps de cette violence est si vaste qu'elle nous semble presque sereine, mais la quantité d'énergie qu'elle implique dépasse toute référence humaine. Des étoiles explosent, des galaxies entrent en collision, des amas fusionnent, des trous noirs engloutissent la matière et éjectent des jets de plasma à des vitesses proches de celles de la lumière. Nous n'avons pas encore exploré les événements les plus extrêmes, les explosions qui, pendant de brefs instants, émettent plus d'énergie que des galaxies entières, les objets qui courbent la texture de l'espace-temps jusqu'au point de rupture, les processus qui peuvent stériliser des régions entières du cosmos en une fraction de seconde. Car si les parsecs nous apprennent une chose, c'est que l'univers n'a pas été conçu pour être hospitalier. Il a été conçu pour être immense, violent et indifférent. Et nous, avec notre vitesse de la lumière pathétiquement lente, ne pouvons qu'observer cette violence à une distance de sécurité. En l'an 774 de notre ère, les astronomes de la dynastie Tang en Chine ont noté l'apparition d'une étoile invitée dans le ciel. Aujourd'hui, nous savons qu'ils ont été témoins des restes d'une supernova, la mort violente d'une étoile massive qui s'est produite à environ 8 kiloparsecs de nous. En quelques semaines seulement, cette explosion a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Mais c'était un événement relativement modeste par rapport à ce que l'univers peut produire. Cygnus A, à environ 230 mégaparsecs de nous, est une radiogalaxie. En son centre se trouve un trou noir supermassif de 2,5 milliards de masse solaire. En engloutissant de la matière, ce monstre lance deux jets de plasma opposés, chacun de plus de 70 kiloparsecs de long qui percent l'espace intergalactique. L'énergie qu'il émet, rien qu'en ondes radio, équivaut à 10 billions de soleils. Plus loin encore, il y a les quasars. Ce sont les noyaux actifs de galaxies lointaines où des trous noirs supermassifs accumulent de la matière à des rythmes extrêmes. Les quasars les plus brillants peuvent briller avec l'intensité d'1 billion de soleils. Le quasar le plus lointain, confirmé à ce jour, se trouve à environ 9000 mégaparsecs de nous. La lumière que nous recevons de lui est partie il y a 13 milliards d'années, lorsque l'univers n'avait que 690 millions d'années. Et pourtant, dans cet univers jeune, il abritait déjà un trou noir de 800 millions de masses solaires. Comment une masse aussi énorme a-t-elle pu se former si rapidement après le Big Bang ? C'est une énigme cosmologique sérieuse. Et il y a les événements transitoires. Le 19 mars 2008, un sursaut gamma a été suffisamment brillant pour être visible à l'œil nu depuis la Terre pendant 30 secondes, bien qu'il se soit produit à 2300 mégaparsecs de distance. Ces explosions sont les événements les plus énergétiques connus depuis le Big Bang. Si l'un d'eux se produisait à environ 2 kiloparsecs de nous, pointés dans notre direction,
Son rayonnement à haute énergie détruirait notre couche d'ozone et stériliserait la surface de la planète. Une extinction de masse serait presque inévitable. Certains chercheurs ont suggéré que l'extinction de masse de l'Ordovicien silurien, il y a environ 443 millions d'années, pourrait avoir été déclenchée par un sursaut gamma proche. Le 17 août 2017, la fusion de deux étoiles à neutrons à environ 40 mégaparsecs de nous a produit à la fois des ondes gravitationnelles et un bref sursaut gamma. Pendant un bref instant, cette fusion a libéré une énergie équivalente à celle que le Soleil produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Et dans cet enfer, des éléments lourds comme l'or, le platine et l'uranium ont été forgés. Les calculs suggèrent que la quantité d'or produite lors de ce seul événement était d'environ 10 masses terrestres. Les magnétars sont des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques d'une intensité inimaginable. De temps en temps, leur croûte se fissure, libérant d'énormes quantités d'énergie dans des tremblements d'étoiles. Le 27 décembre 2004, un magnétar à environ 15 kPa de nous a libéré en moins d'une seconde, plus d'énergie que le Soleil n'en produit en 250 000 ans. Ce rayonnement a été suffisant pour ioniser la haute atmosphère de la Terre, même à 50 000 années-lumière de distance. Et puis, il y a les sursauts radio rapides. Ces mystérieuses impulsions d'ondes, radio qui ne durent que quelques millisecondes, mais qui, en ce bref instant, libèrent autant d'énergie que le Soleil en produit en près d'un siècle. Leur origine reste un mystère. Certains, aux confins de la spéculation scientifique, n'excluent même pas une origine artificielle. Tout cela se produit constamment, dans toutes les directions, à toutes les distances. Pendant que tu lis ceci, quelque part dans l'univers observable, une étoile s'effondre en un trou noir, une galaxie en dévore une autre, un quasar brille avec l'intensité d'un billion de soleils. Deux étoiles à neutrons entament leur spirale mortelle vers la fusion. La vitesse de la lumière, cette limite suprême, n'est pas seulement lente par rapport aux distances cosmiques, elle est aussi trop lente pour nous avertir des dangers. Lorsque la lumière d'un événement catastrophique nous parvient, l'événement s'est déjà produit il y a des milliers ou des millions d'années. La lumière de la destruction arriverait à la vitesse de la destruction elle-même. Voilà le mystère évident que nous présentent les parsecs. Nous ne savons pas quel danger voyage actuellement vers nous, caché dans la lenteur de la lumière. Nous ne savons pas quels événements catastrophiques se sont déjà produits et dont la lumière ne nous est pas encore parvenue. Nous savons seulement que l'univers est violent, que les parsecs sont vastes et que la lumière est notre seul lien avec tout ce qui s'y trouve. Un lien lent, retardé, incomplet, une fenêtre sur le passé qui ne nous montre jamais le présent. Il y a une photo qui devrait être accrochée dans chaque maison, dans chaque école, le point bleu pâle. Elle montre la Terre à 6 milliards de kilomètres de distance, une fraction insignifiante d'un parsec. Sur cette image, notre planète est un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Ce point est l'endroit où chaque être humain qui a jamais existé, chaque saint et chaque pécheur, toute l'histoire de notre espèce, a vécu. Maintenant, multiplie cette distance par 30 billions. C'est un parsec. Puis multiplie-le par 1000, puis encore par 1000. C'est un gigaparsec. Et n'oublie pas que le rayon de l'univers observable est d'environ 14 gigaparsecs. Il y a environ 200 milliards de galaxies dans ce volume. Lorsque nous parvenons à ressentir ces chiffres, ce que nous éprouvons est un vertige existentiel. Et puis vient la question, sommes-nous seuls ? Le paradoxe de Fermi pose cette question de manière troublante. Si l'univers est si vaste, où est tout le monde ? Aucune des réponses n'est réconfortante. Peut-être que la vie est extraordinairement rare. Peut-être que l'intelligence est rare. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent inévitablement pour une raison que nous appelons le grand filtre, et que le silence du cosmos est un présage de notre propre avenir. Peut-être qu'il y a des civilisations, mais qu'elles ont choisi de rester silencieuses et de se cacher dans un univers dangereux, comme dans l'hypothèse de la forêt sombre, ou peut-être que la solitude la plus profonde se trouve au-delà de l'horizon cosmologique. Peut-être que l'univers est rempli de civilisations, mais qu'en raison de l'expansion accélérée de l'espace, elles se trouvent en dehors de notre bulle observable. Aucun signal qu'elles nous enverraient ne nous parviendra jamais. Il y a entre nous et elles une barrière plus absolue que n'importe quel mur physique, la texture même de l'espace-temps. C'est la solitude d'être potentiellement entouré d'une compagnie inaccessible.
Et cela nous amène à la question de savoir en quel sens les régions de l'univers que nous ne pourrons jamais observer ou avec lesquelles nous ne pourrons jamais interagir existent pour nous. Notre science est basée sur l'observation. Si quelque chose est inobservable en principe, est-ce que cela a un sens de parler de son existence ? Peut-être que notre univers n'est qu'une partie d'un multivers composé d'innombrables univers avec des lois physiques différentes. Et devons-nous accepter ces réalités que nous ne pourrons jamais vérifier ? Il n'y a pas de réponse définitive à ces questions. Ce sont les limites de ce que l'esprit humain peut savoir. Mais même à l'intérieur de ce que nous pouvons observer, même à l'intérieur de ce petit fragment de cosmos qui est le nôtre, l'avenir qui nous attend est stupéfiant. L'univers est en train de mourir, lentement, inévitablement. Dans environ 100 billions d'années, la dernière étoile s'éteindra. L'univers entrera dans une ère que nous appelons l'ère dégénérée. Il ne restera que des vestiges, des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Sur des échelles de temps encore plus longues, même les protons pourraient se désintégrer et toute la matière normale s'évaporer. Finalement, après des billions d'années, même les trous noirs s'évaporeront par rayonnement de Hawking. Il ne restera qu'un gaz de particules diluées et de plus en plus froid, dispersé dans un espace en expansion éternelle. C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique, le silence ultime, l'obscurité infinie. Face à ce destin cosmique, quel est le sens de notre existence ? Certains y trouvent une libération. Si tout doit finir, alors le sens n'est pas à l'extérieur, mais nous pouvons le créer à l'intérieur de nous, dans ce bref instant. D'autres y trouvent un défi, la tâche de créer des îlots d'ordre au milieu d'un chaos croissant, des lumières dans l'obscurité qui approche. Et certains y trouvent un mystère, car nous savons que notre compréhension de la physique est incomplète et que l'avenir pourrait réserver des surprises. Mais il y a une dernière question sous-jacente à tout cela. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? L'univers n'avait pas à exister. La physique peut décrire comment l'univers fonctionne, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi il existe au départ. C'est en dehors du champ de la science. Peut-être que l'existence est simplement l'état fondamental de la réalité et que le néant est la véritable impossibilité. Nous ne savons pas, et peut-être que nous ne le saurons jamais. Et pendant ce temps, après tout ce que nous avons raconté, après toutes ces découvertes, nous sommes là. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, mais peut-être au début du véritable voyage. Car peu importe jusqu'où nous regardons, peu importe la profondeur à laquelle nous plongeons, à la fin de la journée, l'endroit où nous revenons est toujours le même, nous-mêmes. Une poignée de grains de poussière organisés en motifs improbables et incroyablement complexes. Une union temporaire d'atomes forgés au cœur d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Arrête-toi un instant et pense à ce que cela signifie. Chaque particule qui te compose faisait autrefois partie d'une étoile. Toi qui respires en ce moment, qui entends ces mots, qui vois la lumière de l'écran, tu es un écho, une manifestation du cosmos lui-même. Nous sommes des êtres capables, à l'intérieur de nos petits corps fragiles, de rêver de rêves aussi grands que l'univers lui-même. Dans notre esprit, nous pouvons voyager entre les galaxies, penser à des distances que nous ne pourrons jamais parcourir, à ces vides insondables. Il ne sera peut-être jamais possible d'aller physiquement sur Andromède, mais notre esprit peut y arriver en quelques secondes, imaginer ses bras spiraux, sentir la puissance silencieuse de l'énorme trou noir en son centre. Nous pouvons imaginer des temps que nous ne pourrons jamais vivre, les premiers instants du Big Bang, les billions d'années à venir où l'univers sera plongé dans un silence glacial. Et peut-être le plus important, nous sommes les seuls, être capables de réfléchir à ces mystères profonds que nous ne résoudrons probablement jamais complètement, le pourquoi de l'existence, la nature de la conscience, le temps lui-même. Alors, cette situation est-elle tragique ou belle ? C'est peut-être la question la plus fondamentale de l'être humain. D'une part, c'est tragique parce que notre rôle sur cette scène immense et si court, il passe en un clin d'œil. L'univers que nous essayons de comprendre est complètement indifférent à notre existence. Lorsqu'une supernova explose ou qu'une galaxie en heurte une autre, il ne se soucie pas de nos rêves, de nos amours, de nos peurs. Le temps qui est une vie pour nous est une fraction de seconde sur le calendrier cosmique. Notre fugacité face à cette éternité, notre ignorance dans cet océan de connaissances peut sembler tragique. Mais d'un autre côté, cela contient une beauté si profonde.
le fait même que nous puissions être conscients de cette tragédie, y est un miracle en soi. Le fait que, malgré l'indifférence de l'univers, nous puissions nous soucier les uns des autres, faire de l'art, composer de la musique, aimer, c'est le défi le plus beau, le plus significatif que nous lançons à l'univers lui-même. Le fait que, sachant que nous sommes éphémères, nous rendions l'instant plus précieux, que, sachant que nous mourrons, nous célébrions la vie, qu'acceptant que nous ne pourrons jamais tout savoir, nous poursuivions la connaissance, c'est la beauté la plus pure, la plus poignante de l'existence. La réponse est donc oui, probablement les deux. Nous sommes des êtres tragiques par leur beauté et beaux par leur tragédie. Le grand nuage de Magellan se trouve à environ 50 kg par sec et le petit nuage à environ 60 kg par sec. Mais il y a des dizaines d'autres galaxies satellites plus petites et plus diffuses. Par exemple, la galaxie naine du Sagittaire est actuellement en train d'être déchiquetée par les forces de marée de la Voie lactée. Elle se trouve à seulement 26 kg/s du centre galactique, donc plus proche de nous que le centre de la galaxie, et est en cours de cannibalisation. Ces étoiles sont arrachées et dispersées en de longs courants qui finiront par se mélanger à la population stellaire de notre galaxie. Ce n'est pas une catastrophe instantanée, mais un processus lent qui dure des milliards d'années. Mais cela nous rappelle que les galaxies ne sont pas des entités permanentes et immuables. Ce sont des structures dynamiques qui grandissent, fusionnent, engloutissent et sont englouties dans un balai gravitationnel qui se déroule sur des échelles de temps cosmiques. Lorsque nous élargissons notre regard au-delà de la Voie lactée et de ses satellites, nous entrons dans le domaine du groupe local. C'est la communauté de galaxies à laquelle nous appartenons. Un amas de plus de 80 galaxies connues, dispersées dans un volume d'environ 3 mégaparsecs de diamètre. Les deux membres dominants sont la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, toutes deux des galaxies spirales géantes de masse comparable. Le reste est principalement composé de galaxies naines, de petits systèmes de quelques milliards d'étoiles chacun, tournant autour des deux géantes comme les planètes tournent autour des soleils. Andromède se trouve à 770 kg/s, soit environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu depuis la Terre dans des conditions idéales, une tache diffuse dans la constellation qui porte son nom, que les observateurs ont remarqué depuis l'Antiquité sans savoir ce qu'ils voyaient réellement. Et Andromède se rapproche. Contrairement à presque toutes les autres galaxies qui s'éloignent de nous en raison de l'expansion cosmique, Andromède a un mouvement propre vers la Voie lactée qui dépasse la vitesse d'expansion de l'espace entre elles. Elle se rapproche à une vitesse d'environ 110 km par seconde, une vitesse imperceptible à l'échelle humaine mais inévitable à l'échelle cosmique, comblant le vide entre les deux galaxies. Dans environ 4,5 milliards d'années, les deux galaxies entreront en collision. Ce ne sera pas une collision au sens où nous l'entendons. Les étoiles individuelles ne se heurteront pas en raison des immenses vides qui les séparent. Mais les structures gravitationnelles des deux galaxies seront violemment perturbées. Les bras spiraux seront déchiquetés. Des courants d'étoiles seront projetés dans l'espace intergalactique. Les trous noirs supermassifs de leurs deux noyaux finiront par fusionner en un seul trou noir, après une danse gravitationnelle qui pourrait durer des milliards d'années supplémentaires. Le résultat sera une galaxie elliptique géante que les astronomes ont déjà officieusement baptisée Milkomeda, un système stellaire complètement différent de celui que nous connaissons. Sans bras spiraux, sans région de formation d'étoiles actives, une structure relativement statique et vieillissante dont les étoiles s'éteindront lentement à mesure qu'elles épuiseront leur carburant. Notre Soleil ne vivra pas assez longtemps pour voir cette fusion complète. Dans environ 5 milliards d'années, alors qu'Andromède sera en train d'entrer en collision avec la Voie lactée, notre étoile aura épuisé l'hydrogène de son noyau et aura commencé à se transformer en géante rouge. Elle finira par éjecter ses couches externes et se transformer en naine blanche, un cadavre d'étoile de la taille de la Terre, mais de la masse du Soleil, brillant faiblement de sa chaleur résiduelle pendant des milliards d'années. Et la Terre, si elle existe encore, sera un monde calciné en orbite autour d'un Soleil mort, au milieu d'une galaxie méconnaissable. Mais ce n'est que notre groupe local. Lorsque nous élargissons l'échelle et que nous commençons à mesurer en dizaines de mégaparsecs, des structures qui défient l'imagination apparaissent.
Le superamas de la Vierge, dont fait partie le groupe local, est une concentration de plus de 100 groupes et amas de galaxies dispersés dans un volume d'environ 30 mégaparsecs de diamètre. Le centre de cette structure, l'amas de la Vierge, se trouve à environ 16 mégaparsecs de nous et contient environ 1300 galaxies entassées dans un espace relativement compact. Et le superamas de la Vierge lui-même n'est qu'un lobe d'une structure encore plus grande, découverte en 2014, l'Aniakea. Ce superamas de superamas mesure environ 160 mégaparsecs de diamètre et contient environ 100 000 galaxies. Son nom vient de la langue hawaïenne et signifie « ciel immense ». Une tentative de capturer par les mots l'échelle insondable de cette structure. Mais même l'Aniakea n'est pas la plus grande structure connue. Elle fait partie d'un réseau complexe de filaments et de vides cosmiques qui s'étend à travers tout l'univers observable. Les filaments sont de longues structures minces où les galaxies se concentrent comme des perles sur un collier cosmique. Les vides sont des régions presque entièrement dépourvues de galaxies, des bulles gigantesques de presque rien qui peuvent atteindre des centaines de mégaparsecs de diamètre. L'un des plus grands connus, le vide du Bouvier, mesure environ 160 mégaparsecs de diamètre. Dans ce volume qui devrait normalement contenir des milliers de galaxies, seule une soixantaine de galaxies ont été détectées à ce jour. C'est un désert cosmique aux proportions inimaginables. Cette structure, à grande échelle de l'univers, est née de minuscules fluctuations de densité dans l'univers primordial. Là où la matière était légèrement plus dense, la gravité a attiré plus de matière. Là où elle était légèrement moins dense, la matière a été attirée vers les régions plus denses, laissant derrière elle les vides. Pendant des milliards d'années, ces petites irrégularités ont évolué pour devenir la structure à grande échelle que nous observons aujourd'hui. Une mousse cosmique où les galaxies tapissent les parois de bulles presque vides. Mais c'est là que l'histoire devient violente, car ces structures ne sont pas statiques. Elles sont en mouvement constant, tombant les unes vers les autres, entrant en collision, fusionnant sous l'effet de la gravité. Le grand attracteur est l'exemple le plus célèbre de cette dynamique gravitationnelle. À environ 65 mégaparsecs de nous, il y a une concentration de masse massive qui attire notre galaxie et des milliers d'autres vers elle. La Voie lactée se déplace vers le grand attracteur à une vitesse d'environ 600 km par seconde. Et nous ne sommes pas seuls. Tout le groupe local, tout le superamas de la Vierge sont entraînés dans la même direction. C'est une rivière cosmique de galaxies qui s'écoule vers une concentration de masse invisible, à l'œil nu, mais gravitationnellement inévitable. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Dans la direction opposée au grand attracteur, à environ 200 mégaparsecs, il y a une région de faible densité, un vide qu'ils ont appelé le répulseur dipolaire. Le mouvement de notre galaxie s'explique non seulement par l'attraction du grand attracteur, mais aussi par la poussée de ce vaste vide qui nous repousse de l'autre côté. Nous sommes pris en étau entre des forces cosmiques à une échelle insondable, tirés et poussés par des concentrations de masse et des vides qui s'étendent sur des centaines de mégaparsecs. Et ces mouvements ne sont pas pacifiques. Lorsque les amas de galaxies entrent en collision, les conséquences sont catastrophiques à une échelle qui défie la compréhension humaine. La masse de la balle, observée à une distance d'environ 1140 mégaparsecs, en est l'un des exemples les plus spectaculaires. Ce que nous voyons est le résultat de deux amas massifs qui se sont traversés il y a environ 150 millions d'années. Les galaxies individuelles sont passées relativement indemnes en raison des immenses distances qui les séparent. Mais le gaz chaud qui remplissait l'espace entre les amas est entré en collision violemment. Cette collision a créé des ondes de choc qui ont chauffé la matière à des centaines de millions de degrés. L'énergie libérée équivaut à des milliards de bombes nucléaires explosant simultanément, et la masse de la balle nous a fourni l'une des preuves les plus directes de l'existence de la matière noire. Les observations ont montré que la matière noire invisible, qui constitue la majeure partie de la masse des amas, a traversé la collision sans être affectée, tandis que le gaz normal a été ralenti par la friction. Les deux composantes se sont séparées, laissant une carte claire de l'endroit où se trouve la matière visible et où se trouve la masse invisible. Ces collisions d'amas ne sont pas rares. Elles se produisent constamment dans l'univers, à l'échelle du mégaparsec, remodelant la structure cosmique, une fusion violente à la fois. Les galaxies des antennes, à environ 22 mégaparsecs de nous, sont une paire de galaxies spirales en cours de fusion active. Leurs bras spiraux ont été étirés en de longues queues, s'étendant sur des centaines de milliers de parsecs,
comme les tentacules d'une créature marine cosmique. Au milieu de ce chaos gravitationnel, les ondes de choc comprimant le gaz et déclenchent des sursauts massifs de formation d'étoiles. C'est un processus extraordinairement violent impliquant des échanges d'énergie gravitationnelle, des ondes de choc supersoniques et la formation de millions de nouveaux systèmes stellaires. Mais il se déroule si lentement qu'il nous apparaît comme figé dans le temps. Ces exemples illustrent une vérité fondamentale sur le cosmos mesuré en parsecs. C'est un endroit violent. L'échelle de temps de cette violence est si vaste qu'elle nous semble presque sereine, mais la quantité d'énergie qu'elle implique dépasse toute référence humaine. Des étoiles explosent, des galaxies entrent en collision, des amas fusionnent, des trous noirs engloutissent la matière et éjectent des jets de plasma à des vitesses proches de celles de la lumière. Nous n'avons pas encore exploré les événements les plus extrêmes, les explosions qui, pendant de brefs instants, émettent plus d'énergie que des galaxies entières, les objets qui courbent la texture de l'espace-temps jusqu'au point de rupture, les processus qui peuvent stériliser des régions entières du cosmos en une fraction de seconde. Car si les parsecs nous apprennent une chose, c'est que l'univers n'a pas été conçu pour être hospitalier. Il a été conçu pour être immense, violent et indifférent. Et nous, avec notre vitesse de la lumière pathétiquement lente, ne pouvons qu'observer cette violence à une distance de sécurité. En l'an 774 de notre ère, les astronomes de la dynastie Tang en Chine ont noté l'apparition d'une étoile invitée dans le ciel. Aujourd'hui, nous savons qu'ils ont été témoins des restes d'une supernova, la mort violente d'une étoile massive qui s'est produite à environ 8 kPa de nous. En quelques semaines seulement, cette explosion a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Mais c'était un événement relativement modeste par rapport à ce que l'univers peut produire. Cygnus A, à environ 230 mégaparsecs de nous, est une radiogalaxie. En son centre se trouve un trou noir supermassif de 2,5 milliards de masse solaire. En engloutissant de la matière, ce monstre lance 2 jets de plasma opposés, chacun de plus de 70 kiloparsecs de long qui percent l'espace intergalactique. L'énergie qu'il émet, rien qu'en ondes radio, équivaut à 10 billions de soleils. Plus loin encore, il y a les quasars. Ce sont les noyaux actifs de galaxies lointaines où des trous noirs supermassifs accumulent de la matière à des rythmes extrêmes. Les quasars les plus brillants peuvent briller avec l'intensité d'1 billion de soleils. Le quasar le plus lointain, confirmé à ce jour, se trouve à environ 9000 mégaparsecs de nous. La lumière que nous recevons de lui est partie il y a 13 milliards d'années, lorsque l'univers n'avait que 690 millions d'années. Et pourtant, dans cet univers jeune, il abritait déjà un trou noir de 800 millions de masses solaires. Comment une masse aussi énorme a-t-elle pu se former si rapidement après le Big Bang? C'est une énigme cosmologique sérieuse. Et il y a les événements transitoires. Le 19 mars 2008, un sursaut gamma a été suffisamment brillant pour être visible à l'œil nu depuis la Terre pendant 30 secondes, bien qu'il se soit produit à 2300 mégaparsecs de distance. Ces explosions sont les événements les plus énergétiques connus depuis le Big Bang. Si l'un d'eux se produisait à environ 2 kPa de nous, pointé dans notre direction, son rayonnement à haute énergie détruirait notre couche d'ozone et stériliserait la surface de la planète. Une extinction de masse serait presque inévitable. Certains chercheurs ont suggéré que l'extinction de masse de l'Ordovicien silurien, il y a environ 443 millions d'années, pourrait avoir été déclenchée par un sursaut gamma proche. Le 17 août 2017, la fusion de 2 étoiles à neutrons à environ 40 mégaparsecs de nous a produit à la fois des ondes gravitationnelles et un bref sursaut gamma. Pendant un bref instant, cette fusion a libéré une énergie équivalente à celle que le Soleil produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Et dans cet enfer, des éléments lourds comme l'or, le platine et l'uranium ont été forgés. Les calculs suggèrent que la quantité d'or produite lors de ce seul événement était d'environ 10 masses terrestres. Les magnétars sont des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques d'une intensité inimaginable. De temps en temps, leur croûte se fissure, libérant d'énormes quantités d'énergie dans des tremblements d'étoiles. Le 27 décembre 2004, un magnétar à environ 15 kPa de nous a libéré en moins d'une seconde, plus d'énergie que le Soleil n'en produit en 250 000 ans. Ce rayonnement a été suffisant pour ioniser la haute atmosphère de la Terre,
même à 50 000 années-lumière de distance. Et puis, il y a les sursauts radio rapides, ces mystérieuses impulsions d'ondes, radio qui ne durent que quelques millisecondes, mais qui, en ce bref instant, libèrent autant d'énergie que le Soleil en produit en près d'un siècle. Leur origine reste un mystère. Certains, aux confins de la spéculation scientifique, n'excluent même pas une origine artificielle. Tout cela se produit constamment, dans toutes les directions, à toutes les distances. Pendant que tu lis ceci, quelque part dans l'univers observable, une étoile s'effondre en un trou noir, une galaxie en dévore une autre, un quasar brille avec l'intensité d'un billion de soleils. 2 étoiles à neutrons entament leur spirale mortelle vers la fusion. La vitesse de la lumière, cette limite suprême, n'est pas seulement lente par rapport aux distances cosmiques, elle est aussi trop lente pour nous avertir des dangers. Lorsque la lumière d'un événement catastrophique nous parvient, l'événement s'est déjà produit il y a des milliers ou des millions d'années. La lumière de la destruction arriverait à la vitesse de la destruction elle-même. Voilà le mystère évident que nous présentent les parsecs. Nous ne savons pas quel danger voyage actuellement vers nous, caché dans la lenteur de la lumière. Nous ne savons pas quels événements catastrophiques se sont déjà produits et dont la lumière ne nous est pas encore parvenue. Nous savons seulement que l'univers est violent, que les parsecs sont vastes et que la lumière est notre seul lien avec tout ce qui s'y trouve. Un lien lent, retardé, incomplet, une fenêtre sur le passé qui ne nous montre jamais le présent. Il y a une photo qui devrait être accrochée dans chaque maison, dans chaque école, le point bleu pâle. Elle montre la Terre à 6 milliards de kilomètres de distance, une fraction insignifiante d'un parsec. Sur cette image, notre planète est un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Ce point est l'endroit où chaque être humain qui a jamais existé, chaque saint et chaque pécheur, toute l'histoire de notre espèce, a vécu. Maintenant, multiplie cette distance par 30 billions. C'est un parsec, puis multiplie-le par 1000, puis encore par 1000. C'est un gigaparsec. Et n'oublie pas que le rayon de l'univers observable est d'environ 14 gigaparsecs. Il y a environ 200 milliards de galaxies dans ce volume. Lorsque nous parvenons à ressentir ces chiffres, ce que nous éprouvons est un vertige existentiel. Et puis vient la question, sommes-nous seuls ? Le paradoxe de Fermi pose cette question de manière troublante. Si l'univers est si vaste, où est tout le monde ? Aucune des réponses n'est réconfortante. Peut-être que la vie est extraordinairement rare. Peut-être que l'intelligence est rare. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent inévitablement pour une raison que nous appelons le grand filtre et que le silence du cosmos est un présage de notre propre avenir. Peut-être qu'il y a des civilisations, mais qu'elles ont choisi de rester silencieuses et de se cacher dans un univers dangereux, comme dans l'hypothèse de la forêt sombre. Ou peut-être que la solitude la plus profonde se trouve au-delà de l'horizon cosmologique. Peut-être que l'univers est rempli de civilisations, mais qu'en raison de l'expansion accélérée de l'espace, elles se trouvent en dehors de notre bulle observable. Aucun signal qu'elles nous enverraient ne nous parviendra jamais. Il y a entre nous et elles une barrière plus absolue que n'importe quel mur physique, la texture même de l'espace-temps. C'est la solitude d'être potentiellement entouré d'une compagnie inaccessible. Et cela nous amène à la question de savoir en quel sens les régions de l'univers que nous ne pourrons jamais observer ou avec lesquelles nous ne pourrons jamais interagir existent pour nous. Notre science est basée sur l'observation. Si quelque chose est inobservable en principe, est-ce que cela a un sens de parler de son existence ? Peut-être que notre univers n'est qu'une partie d'un multivers composé d'innombrables univers avec des lois physiques différentes. Et devons-nous accepter ces réalités que nous ne pourrons jamais vérifier ? Il n'y a pas de réponse définitive à ces questions. Ce sont les limites de ce que l'esprit humain peut savoir. Mais même à l'intérieur de ce que nous pouvons observer, même à l'intérieur de ce petit fragment de cosmos qui est le nôtre, l'avenir qui nous attend est stupéfiant. L'univers est en train de mourir, lentement, inévitablement. Dans environ 100 billions d'années, la dernière étoile s'éteindra. L'univers entrera dans une ère que nous appelons l'ère dégénérée. Il ne restera que des vestiges, des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Sur des échelles de temps encore plus longues, même les protons pourraient se désintégrer et toute la matière normale s'évaporer. Finalement, après des billions d'années, même les trous noirs s'évaporeront par rayonnement de Hawking. Il ne restera qu'un gaz de particules diluées et de plus en plus froid, dispersé dans un espace en expansion éternelle. C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique, le silence ultime.
l'obscurité infinie. Face à ce destin cosmique, quel est le sens de notre existence? Certains y trouvent une libération. Si tout doit finir, alors le sens n'est pas à l'extérieur, mais nous pouvons le créer à l'intérieur de nous, dans ce bref instant. D'autres y trouvent un défi, la tâche de créer des îlots d'ordre au milieu d'un chaos croissant, des lumières dans l'obscurité qui approche. Et certains y trouvent un mystère, car nous savons que notre compréhension de la physique est incomplète et que l'avenir pourrait réserver des surprises. Mais il y a une dernière question sous-jacente à tout cela. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'univers n'avait pas à exister. La physique peut décrire comment l'univers fonctionne, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi il existe au départ. C'est en dehors du champ de la science. Peut-être que l'existence est simplement l'état fondamental de la réalité et que le néant est la véritable impossibilité. Nous ne savons pas. Car c'est la réalité dans laquelle nous baignons. L'univers est immense, violent, ancien, indifférent et éphémère. Des milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles et d'innombrables planètes tournant autour de ces étoiles. Les horizons des événements des trous noirs, la densité insondable des étoiles à neutrons, la domination invisible de la matière noire et de l'énergie sombre. Ce n'est pas notre terrain de jeu, c'est notre maison, mais ce n'est pas un endroit créé pour nous. Et à l'intérieur, au milieu de cette immensité et de ce chaos écrasant sur une petite planète bleue, pendant un bref instant cosmique, quelque chose appelé l'humanité est apparu. Ce fut un moment incroyable. Après des milliards d'années d'évolution silencieuse, une partie de l'univers, pour la première fois, s'est demandé « Qu'est-ce que je suis ?» Elle a ouvert les yeux, a regardé vers le haut, a compris que ces points scintillants n'étaient pas seulement de la lumière, mais d'autres mondes, d'autres soleils comme le sien. Elle a inventé les parsecs, les années-lumière pour mesurer ces distances insondables qu'elle voyait, pour mettre de l'ordre dans le chaos. Elle a essayé de déchiffrer le langage de l'univers en utilisant un produit de son propre esprit, les mathématiques. Et à la fin de tous ces efforts, elle a posé la question la plus fondamentale. Quel est le sens de tout cela? Cette question est encore avec nous aujourd'hui. Cette question reste ouverte, et peut-être qu'elle ne se refermera jamais. Peut-être que l'univers n'a pas de réponse finale à nous donner. Peut-être que le grand sens que nous cherchons n'est pas un secret écrit quelque part. Et d'une certaine manière, l'ouverture de cette question, cette absence de réponse, est la seule et la plus précieuse chose que nous ayons. Parce que les réponses mettent fin au voyage, mais les questions le commencent. Cette ouverture est ce qui nous fait sortir du lit le matin, nous asseoir devant les télescopes, travailler des nuits entières dans les laboratoires, écrire un nouveau poème, composer une nouvelle chanson. C'est notre héritage cosmique, le plus grand cadeau que nous avons reçu des générations qui nous ont précédés et que nous laisserons à celles qui nous suivront. C'est aussi notre malédiction, car ce désir de savoir, cette quête de sens, est comme une faim qui ne s'apaise jamais. Et en fin de compte, c'est notre plus grand privilège, car avoir la chance, dans ce coin de l'univers, de pouvoir poser ces questions en tant qu'être conscient, c'est gagner à la loterie cosmique. C'est notre mystère le plus profond, celui avec lequel nous resterons seuls dans ces nuits sombres et silencieuses, où les étoiles brillent comme des diamants au-dessus et où les parsecs s'étendent dans toutes les directions, vers une infinité qui repousse les limites de notre imagination. Et nous sommes là, avec toutes ces pensées, toutes ces émotions, petits et éphémères, oui, pas différents d'un grain de poussière, oui, mais aussi inexplicablement conscients, inexplicablement vivants, et surtout des êtres capables de regarder ce tableau immense et indifférent et inexplicablement de s'émerveiller. Ce sentiment d'émerveillement est notre super pouvoir. C'est ce qui nous unit, nous fait avancer et rend cette courte vie digne d'être vécue. Je vous remercie chacun d'entre vous de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette conversation, cette expérience de pensée a suscité en vous une curiosité, si elle vous a fait vous arrêter un instant pour regarder les étoiles, alors cette vidéo a atteint son but. Qu'en penses-tu? Cette condition cosmique de l'humanité est-elle pour toi plutôt tragique ou belle? Quel est le mystère cosmique qui t'émerveille le plus? N'hésite pas à partager tes pensées et tes sentiments dans la section des commentaires ci-dessous. C'est toi qui fais de cette
Chaîne un lieu de rencontre pour ce genre de conversation. Si tu apprécies ce type de contenu approfondi et que tu veux en voir plus, tu nous apportes le plus grand soutien en aimant la vidéo, en t'abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification. Chaque interaction que tu fais aide ces pensées à atteindre plus d'esprits curieux. Il y a des régions de l'univers que nous ne pourrons jamais observer, peu importe combien de temps nous attendons. Des îles cosmiques dont même la lumière ne peut nous atteindre, séparées de nous pour toujours. Mais qu'en est-il des plus proches, celles qui nous sont les plus familières, comme Andromède, notre galaxie voisine qui nous fait un clin d'œil avec sa lumière vieille de 2,5 millions d'années. Nous pensions la connaître. Une beauté spirale, sereine, une photo rassurante de son passé. Mais lorsque l'œil le plus puissant de l'univers, le James Webb, s'est concentré sur cette lumière familière, il a remarqué un détail inattendu, voire troublant, sur cette vieille photo. Ce qu'ils ont vu est du genre à ébranler non seulement nos connaissances sur Andromède, mais aussi nos hypothèses les plus fondamentales sur le cycle de vie et de mort des galaxies. Dans notre prochain voyage, nous chercherons à savoir ce que le James Webb a vu en regardant au cœur d'Andromède et pourquoi cette découverte a provoqué un profond silence dans le monde scientifique. Rejoins-nous pour lever ce voile de mystère ensemble et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. D'ici là, faites de l'univers votre rêve.